Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Harry Marteau. Harry, bonjour. Bonjour Alex. Alors Harry, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr, donc Harry, j'ai 36 ans, donc j'ai un parcours académique, on va dire, somme toute standard, un BTS management des unités commerciales. Après, j'ai fait une école de commerce. Et puis, j'ai débuté ma carrière dans le milieu des ESN. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec cet acronyme, mais essentiellement les SS2I, donc c'est Société de Oui, services d'ingénierie informatique, et toujours sur des fonctions commerciales. Je dirais même que je suis un bébé de la SS2I parce que j'ai commencé comme stagiaire, ingénieur d'affaires, puis après j'ai évolué sur des fonctions de responsable d'agence, directeur de business développement, d'avant-vente. Alors la particularité, c'est que je travaillais uniquement sur des deals qu'on appelle des deals complexes, donc autour de l'outsourcing de tout ou partie de systèmes d'information. Et puis après, donc j'ai aussi créé des business units dans les ESN dans lesquels je suis passé. Au total, je suis resté à peu près une dizaine d'années dans le milieu d'accord. des ESN. Voilà. Juste pour ma culture personnelle, parce que bon, les ESN, je connais, mais sans plus. Est-ce que dans ces entreprises-là, il y a une culture de vente assez développée ou pas forcément? Très développé. C'est Très très développée, d'accord. développé puisque le tissu économique des ESN en France est très large. Euh, donc c'est assez développé. Et puis le milieu de l'informatique, aujourd'hui, que ça soit en termes de développement, de conseil, c'est quelque chose dont les sociétés sont assez friandes. Donc, autant dire que la bataille est rude dans le milieu des ESN. Ouais, il y a une forte concurrence. Bah, je sais qu'il y a une forte concurrence sur la chasse au talent. Oui, Et j'imagine qu'il doit aussi y avoir une forte concurrence forcément sur les clients, quoi. oui, oui, c'est indéniable. Il y a une très grosse culture sales, déjà parce qu'on est beaucoup dans l'acquisition client. Euh, le but étant toujours de développer du business. C'est vraiment une culture qui est accrue aujourd'hui dans les ESN. Alors, tu as certaines ESN qui sont plus agressives que d'autres, notamment pour tout ce qui est en fait de la délégation de compétences. Donc, c'est-à-dire quand tu mets un ingénieur ou un chef de projet chez un client, là, effectivement, c'est le premier qui répond, c'est le premier qui a la ressource qui gagne, entre guillemets. Ouais, Donc en plus d'avoir des bonnes techniques de vente, et ben, il faut aussi que ton back office, donc c'est-à-dire toute ta partie sourcing, ça soit aussi performant que ta vente. Sinon, les deux, ça colle pas et forcément, bah, tu gagnes pas la mission. d'accord, très bien. Écoute, merci pour cette petite introduction sur le monde des ESN. Donc aujourd'hui, après cette première partie de carrière, tu es arrivé chez un groupe, donc le groupe SGS. Tout à fait, Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe et qu'est-ce que tu fais pour eux? d'accord. Eh bien, écoute, je suis arrivé en 2018 chez SGS. Alors pour aider dans un premier temps sur l'accélération de la transformation digitale du groupe, toujours avec un prisme qui était celui de la vente.
Alors, il doit y avoir un paquet d'auditeurs, pour le coup, qui connaissent peut-être le monde des ESN, mais alors la société SGS, je pense pas. Pourtant, c'est un grand groupe international. D'ailleurs, c'est le leader sur son marché, qui est le marché du TIC. Je sais pas si tu connais le TIC. C'est technologie, information de la communication ou pas du tout? Eh, pas du tout. Pas du tout. Le TIC, en fait, c'est le T pour testing, donc tout ce qui est en fait le monde du laboratoire. Ok. Le I pour l'inspection et le C pour la certification. Alors, dans le paysage des entreprises connues en France, un de nos concurrents, c'est Bureau Veritas. D'une, parce que c'est une entreprise française, et comme nous, on est une entreprise suisse, ça parle peut-être plus aux gens. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé depuis 2018, il est apparu un besoin d'animation autour des directeurs commerciaux. Alors, chez SGS, il y a à peu près une dizaine de directeurs commerciaux qui sont tous affectés sur ce qu'on appelle des business lines. Donc, en fait, c'est des verticaux, des départements qui sont organisés par marché. Donc, tu peux avoir le transport, l'environnement, la santé. Donc, voilà. Donc, ces directeurs commerciaux ne sont pas rattachés. J'ai pas un pouvoir hiérarchique sur eux, mais vraiment un pouvoir fonctionnel. Et donc, mon animation, elle est basée en fait sur deux piliers. Le premier, c'est la partie Sales Enablement. Alors, je sais que tu en as déjà parlé dans ton podcast. Tout le monde donne un Ouais, peu un sa petit peu, propre ouais. version aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est outre-Atlantique, qu'on voit encore peu, même dans les startups. Donc, pour nous, c'est Ouais. vraiment avoir un référentiel de vente unique où dedans, ça embarque beaucoup de choses. On pourra peut-être en parler après. Et puis, une partie qui est autour de la partie workplace pour les commerciaux. Le but étant d'automatiser le plus la vente et surtout de rythmer le quotidien des vendeurs. Donc, si je devrais un petit peu résumer ce que je fais aujourd'hui chez SGS, c'est vraiment la modernisation de la vente. D'accord. Ah, alors, bah, du coup, tu me tends une perche pour l'introduction de notre sujet. Alors, on avait déjà fait un épisode avec Jean-Philippe Cunier sur les blocages pour moderniser la vente dans les entreprises. Oui, Et nous aujourd'hui, on le prend sous un angle différent. En fait, on essaye de voir pourquoi la modernisation de la vente est fondamentale aujourd'hui pour un grand groupe. Alors, là où c'est intéressant, après je te donne la parole, c'est que sur cette saison 2, j'interviewe beaucoup de startups et de scale-up. Et en fait, avec toi, on va passer dans le monde des grands groupes, ce qui est très intéressant aussi. Et du coup, c'est un épisode qui est particulièrement intéressant, je pense, pour les auditeurs qui travaillent dans les grands groupes. Donc, est-ce que tu peux me dire, première question, pourquoi c'est ce choix du sujet? alors, déjà d'une, tu as répondu en une partie, c'est que le tissu économique français, c'est pas que des startups et la Ouais, modernisation de la vente, c'est pas que dans le monde des startups, c'est aussi dans le monde des PME, qu'elles soient petites ou grosses et puis aussi dans les grands groupes et il est avéré que depuis 5 ans, dans le monde du B2B, le coût d'acquisition a été doublé. Donc ça, c'est un article, qui est paru l'année dernière dans Forbes et ça a doublé aussi, le coût aussi a doublé pour la fidélisation. Et à contrario, bah, nos prix de vente, mais ils n'ont pas suivi la même courbe. Et ce constat, beh, tu peux le faire dans de nombreuses entreprises. L'exemple qu'on a cité tout à l'heure dans le monde des ESN, le monde de la SS2I, bah, il est aussi vrai. Donc, il est urgent de mettre de la science et de la technologie dans la vente. Et je pense que c'est encore plus vrai dans les grands groupes, car même s'il y a de l'inertie, bah, je pense que c'est indispensable. Puis en plus, quand tu observes le contexte actuel, hein, c'est celui du post-Covid, bah, moderniser sa force de vente, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qui est crucial pour les entreprises, et notamment les grands groupes comme SGS, mais comme d'autres en fait. et ouais, parce que bon, moi je les côtoie aussi, les grands groupes. Souvent, le grand groupe est assis un peu sur on va dire, une vache à lait. Et parfois, les commerciaux sont pas, on va dire, la priorité du grand groupe, puisque de toute façon, le chiffre d'affaires se fait, et dans tous les cas. Mais on voit très bien que, en plus des boîtes qui vont disrupter des marchés, on a aussi par exemple, aujourd'hui, on a eu une situation de crise. Bah, il faut quand même qu'à un moment donné, aller chercher des clients qu'on va pouvoir perdre dans un contexte économique. Oui, 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 mais tu dis quelque chose qui est intéressant parce que, en fait, ils sont pas assis tous sur un tas d'or, hein. Ils ont des offres qui sont vaches à lait, qui sont des offres quand elles sont, vaches à lait, bah, elles sont vieillissantes et ils essayent aussi de trouver des nouvelles offres et donc là, si j'applique on va dire une pensée académique, en tout cas une Oui, méthode académique, hein, qui est celle d'une matrice, BCG,
bah, tu as des offres au point mort qui existent depuis, je ne sais combien de dizaines d'années, des décennies et que je pense qu'il faut tuer. D'autres qui sont vaches à lait et puis d'autres qui sont en dilemme, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur un marché, peut-être avec, une proposition de valeur qui peut être disruptive aussi, parce qu'il y en a aussi des grands groupes qui ont des offres disruptives et innovantes. Et puis, bah, il faut pouvoir mettre la force commerciale adéquate et souvent avec un nouveau process, souvent avec des nouvelles méthodes. Alors, je suis désolé, je vais souvent répéter process et méthode, puisque je pense que c'est même plus important aujourd'hui que l'apport technologique. Et quand on applique tout ça, eh ben, c'est possible d'amener une offre qui est en dilemme aujourd'hui en offre star. D'accord. Et du coup, toi, justement, tu as été embauché pour moderniser la vente. Pourquoi c'est important ce sujet? Alors, c'est important, je te dirais, pour deux raisons. La première, c'est que j'oublie pas mes expériences passées. Et j'ai été souvent confronté à des dircos qui prenaient pas le temps d'automatiser des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Tu sais, c'est le fameux dirco qui te dit bon, ton opportunité, il faut absolument que tu le mettes dans le CRM, comme si c'était en fait un Excel amélioré pour compter des bâtons. Et en fait, dès qu'il s'agit de technologie, et moi, c'est souvent la discussion que j'avais avec certains en disant mais voilà, le CRM, le marketing automation, ça peut être quelque chose de valable pour nous, ça serait bien qu'on l'intègre. Bah, souvent, c'était beauté en touche parce que dès lors qu'on parle de technologie, bah, c'est un sujet pour la direction des systèmes d'information, pas forcément pour le DIRCO. Et Oui, pour être honnête, je pense que c'est encore assez vrai. Et ouais, le directeur commercial, il a du mal à mettre les mains dedans, en fait, dès qu'il s'agit de technologie. Donc ça serait la première raison pourquoi ce sujet est important pour moi. Puis la seconde raison, c'est que l'utilisation des technologies, mettre un CRM, bah, ça sert à rien tant que tu n'as pas revu tes process, tant que tu n'as pas revu tes méthodes. Et je vais te donner un exemple très, très concret. Hein. Quand tu intègres un CRM ou un outil de marketing automation, il y a plein de choses dont tu ne sais pas au moment où tu vas commencer à l'utiliser. Euh, Quand un lead arrive, bah, je le traite au bout de combien de temps? Est-ce que je le traite au bout de 24 heures? Est-ce que je le traite au bout de 48 heures? Voilà, un lead est un lead quand il est bouillant, pas quand il est tiède. Sauf que tout le monde ne sait pas ça. Et ça, bah, c'est des questions assez importantes. Je suis allé voir un client, il m'a exprimé un intérêt. Est-ce que c'est un lead ou c'est une opportunité? Et quand je vais montrer à mon patron mon pipe, bah, je vais peut-être confondre les deux. Je vais lui montrer un pipe qui est pas bon. Je vais avoir plus de leads que d'opportunités, ou en tout cas mélanger, et ça fausse tout en fait. oui, oui. Donc si tu Et- revois pas tes process de vente, bah, intégrer un outil, c'est pas forcément, enfin, c'est pas d'abord l'outil, c'est d'abord les process et la méthode, et après c'est l'outil. ouais. Juste une, Et tout, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire juste une remarque là sur mettre les mains dans les outils techniques. Euh, Ça peut être peut-être une première différenciation. Souvent dans les épisodes, j'invite dans les startups ce qu'on appelle les head of sales. Et Oui, donc en fait, c'est des dircos de startup. Et souvent, ce qu'on se constate quand j'interviewe les head of sales, c'est que justement, eux ont un rôle assez important dans la mise en place de ces outils technologiques, de CRM, et du coup, c'est un peu peut-être ce qui les différencie du directeur commercial qu'on connaît. mais complètement. Et d'ailleurs, dans un de tes podcasts, Jean-Philippe Cugnet le disait, d'ailleurs, que je salue en passant, c'est souvent un frein. Lui-même, le DIRCO peut être un frein dès lors qu'il ne met pas les mains dedans. Et ça n'a rien de péjoratif de mettre les mains dedans. Hein, au contraire, je pense que tu es plus légitime quand tu mets les mains dedans, en fait. Oui, bien sûr. Bon, et tout ça, on oublie, on oublie aussi une brique qui est hyper importante, c'est que on peut pas non plus, on peut pas non plus les montrer du doigt, si tu veux. C'est que tout ça doit être accompagné par de la formation, et je pense qu'aujourd'hui, la formation, elle est clé dans les entreprises. Parce que dès lors qu'on donne de la formation, eh ben, les gens se révèlent et on a de bonnes surprises. Donc c'est Ouais. important, la formation aujourd'hui. Donc, toi, en fait, dans ta mission, tu as d'abord fait, on va dire, un peu un état des lieux de ce qui se fait dans l'entreprise au niveau des ventes.
Et ensuite, tu as essayé de poser des bases. Donc, tu nous as parlé de sales enablement, de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi en fait tout ce qu'il y a derrière ça? Ouais, bien sûr. Alors, par où commencer? Tellement le chantier est vaste. Ouais, D Dans un premier temps, nous, on est vraiment, et là, ça s'accélère post-Covid, pour reprendre, les mots de notre président, on est un petit peu en guerre dans le sens où ce qui va être primordial aujourd'hui, c'est l'acquisition client. Donc les 6 premiers mois, je les ai très axés sur la prospection et comment moderniser la prospection. d'accord. Et effectivement, il y a, 2 volets, comme je te l'ai dit en introduction. Un volet Sales Enablement et un volet, Workplace. La partie Sales Enablement aujourd'hui, on est en train de bâtir des fondations d'une plateforme, hein, donc de Sales Enablement qui est un référentiel de vente. Donc chez nous, chez SGS, hein, puisque comme, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur propre définition. Chez nous, c'est un mix de contenu. Donc, tu vas avoir de la formation sur les outils, de la formation sur les techniques de vente, de la création de bibliothèques de contenu, notamment Ouais. autour du call mailing, par exemple, la présentation de parcours d'achat de nos bailleurs persona. Donc, on a commencé à faire rentrer ça va faire sourire certains head of sales de start-up, mais on a commencé à intégrer cette notion d'ICP et de buyer persona et de bien différencier les deux dans le sens où quand tu parles à un buyer persona 1, eh ben, tu vas pas avoir la même proposition de valeur que le buyer persona 2. Ouais, est-ce Et que tu peux juste, pour les auditeurs qui connaissent pas, expliquer rapidement l'ICP et le buyer persona? oui, l'ICP, alors c'est un faux ami, hein, c'est Ideal Customer Profile. Globalement, c'est l'entreprise cible, l'entreprise idéale. Et dans cette entreprise idéale, tu as des gens que tu vas aborder. Donc ça peut être un responsable des achats, ça peut être donc pour notre monde à nous SGS un responsable qualité. Dans le monde des ESN, c'est un directeur des systèmes d'information. Et on se rend compte par moment qu'on est trop focusé depuis des années sur les mêmes bailleurs persona. Et l'ESN t'apprend ça, surtout quand tu es dans des big deals. Dans les big deals, quand tu signes ou quand tu es en phase de négociation d'un gros deal, ou même pendant ta soutenance, tu as toujours 4-5 personnes sur un deal. Et en fait, ces personnes-là sont différentes des unes et des autres, ont des pains qui vont être différents, et donc la proposition de valeur ne va pas être la même vis-à-vis des gens. Tu ne vas pas la recevoir de la même façon. Un directeur des achats, eh ben lui, son pain, entre guillemets, ou plutôt son enjeu, c'est de proposer le coût le plus attractif pour le métier. Et un directeur marketing, bah lui, ça va être plutôt de proposer la meilleure expérience pour son client à travers un service ou un produit. Donc, c'est pas la même proposition de valeur. Et on a beaucoup travaillé Ouais. là-dessus. Beaucoup. On est en train de travailler énormément là-dessus parce qu'on voit que c'est une des clés en fait. Ouais, et puis donc ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est vraiment ce qui distingue la vente complexe avec plusieurs interlocuteurs que de la vente simple où tu as un acheteur et tu vends ton produit, mais qui est souvent du coup avec un panier moyen moins élevé. Oui. Donc ça, Alors, c'est- tu me tends une perche aussi parce que chez SGS, en fait, tu as plusieurs types de ventes. Tu as la vente D'accord, j'imagine. enterprise, donc cycle long. Tu vas avoir le middle market qui va être du cycle moyen, et puis tu vas vraiment avoir de la vente transactionnelle, ce qu'on Ah appelle oui, péjorativement chez nous. t'as les trois types de ventes, d'accord. Ouais, j'ai 3 types de ventes. Donc, des funnels différents. Et on aborde le business bah, différemment de ce fait. Moi, j'ai dans les produits, services que l'on vend, du transactionnel, où on est sur des paniers à 40 balles. Donc, il y a un moment donné, si tu n'automatises pas cette vente, bah, tu vas dépenser trop de coûts commerciaux pour vendre quelque chose qui va pas être assez élevé. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Est-ce que sur ta construction de cette plateforme-là de Sales Enablement, hein, tu nous as parlé de formation sur les techniques de vente, sur les outils, de la création de contenu pour les commerciaux. Donc c'est vrai, on est vraiment effectivement sur du Sales Enablement, hein. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu
un retour de bonne pratique, c'est-à-dire ce que tu as vu, ce qui marchait, ce qui plaisait beaucoup aux directeurs commerciaux ou aux commerciaux. Est-ce que tu peux un peu nous donner quelques conseils là-dessus? Alors, oui, oui, je peux effectivement en donner. Donc, nous, la plateforme de Sales Enablement, c'est vraiment un référentiel de vente. Donc, forcément, il y a des thématiques qui sont communes à l'ensemble des business lines, mais comme je te l'ai Ouais, dit, on a des ventes enterprise, middle market et transactionnelles. Donc, tu as des besoins spécifiques par business line. Donc, aujourd'hui, on aborde des troncs communs. Donc, par exemple, la formation autour du call mailing, ça, c'est un tronc commun. Et ouais, comme je te l'ai dit aussi précédemment, notre but étant dans un premier temps de faire de l'acquisition rapide aux clients. Donc on a beaucoup axé sur la prospection et pour ça, donc on a commencé à créer via un Teams une équipe pour les DIRCO où on se donne nos bonnes pratiques dedans. Donc c'est comme une forme de Slack. On met aussi des outils qui peuvent être conjugués avec le call mailing. Par exemple, l'intégration de vidéos dans nos call mailing. Donc on a cette partie Teams. Et puis après, donc on a des formations, coup de poing, type bootcamp, comme avec Groovester, avec Benoît Dubo, bah, d'ailleurs qu'on a demain. Ouais, ouais. Oui, 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 on se voit demain, on fait une formation à peu près avec une dizaine de personnes. Et donc voilà comment on aborde les choses. Moi, mon objectif, quand je crée ce référentiel de vente, c'est vraiment de raccourcir le time to first deal. Alors, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment, donc en fonction de ton cycle de vente, bah, quand tu mets 6 mois pour signer une affaire, c'est comment j'arrive à compresser au maximum ce temps pour que le sales, il arrive à signer au bout de 3 mois. Et ouais. je Ça, ne sais pas si tu as déjà c'est eu cette souvent expérience. c'est souvent une problématique qui revient dans n'importe quelle boîte, hein. Oui, 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 parce que je sais pas si tu as eu déjà cette expérience-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé où le Diarco, il dit, bon, bah, alors, ouais, tu viens, tu arrives, alors, tu as rendez-vous avec moi donc à 9h30, tu arrives dans son bureau, il t'explique toutes les offres, etc. Il te donne rendez-vous avec deux, trois personnes clés. Bien évidemment, les contenus qu'il te donne, c'est des contenus aussi qui sont utilisés dans la vente. C'est-à-dire, c'est pas un contenu qui est différencié entre la formation sur l'offre et la vente de l'offre. Donc tu connais pas tout le chemin, tu connais pas tout l'aboutissement. Au bout de 24 heures, bah, tu as oublié la moitié. Au bout de 48, tu t'en rappelles pratiquement plus. Puis au bout de 72 heures, bah, tu vas revoir les personnes pour te remettre les idées au clair. Alors d'une, ça te fait perdre du temps à toi, du temps aussi aux autres personnes. Et c'est vrai que si on avait une plateforme, alors quand je dis plateforme, ça peut être un Teams, hein, avec, ou un SharePoint, pas besoin d'avoir des plateformes technologiques les plus avancées. Bah, si tu avais ça, bah, le commercial, il pourrait se référer à toutes ces informations-là et apprendre aussi par lui-même. Parce que Ouais. le but aussi, c'est que le commercial, il soit le plus rapidement autonome. Ouais, l'idée effectivement, dans cette fameuse question de réduire son cycle de vente, c'est, d'avoir un process de vente avec des méthodes, des messages, des outils qui soient très, cadrés, Oui, heu et c'est souvent ce qui manque, hein, dans les entreprises quand tu as 40 des entreprises, par exemple, qui tout simplement n'ont pas en France de CRM. oui, J'ai lu une stat comme ça et donc au-delà du CRM, ça peut être, comme tu l'as dit, un playbook, une formation et tout ça, en fait, ça va permettre de jouer sur ce que tu appelles le time to first deal, donc le cycle de vente, ouais, la durée du cycle de vente. oui, alors en plus de ça, toutes les entreprises n'ont pas un CRM et ceux qui en ont, en tout cas l'intégration d'un CRM, je sais plus dans quel site ou dans quel blog je lisais ça, mais c'est autour entre 50 et 60 où l'intégration du CRM est un échec. Oui, parce que et puis, il y a aussi cette question effectivement des personnes qui remplissent les données dans le CRM et qu'est-ce qu'on en fait après, ouais. Ouais, alors ça, c'est un ça, c'est un vrai sujet ça. Ouais, il faudrait que je fasse un épisode sur, Ah oui, oui, comment sur on la data, optime c'est les un vrai sujet, ouais, en effet. ouais, 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 donc très bien, donc tu m'avais parlé aussi en off, que tout ça, toutes ces actions, donc on a compris, hein, jouer sur le cycle de vente, mais ça permet aussi de jouer sur, ce que tu appelles l'employabilité de tes sales.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, en fait, c'est la culture sales, en fait, qu'il faut à un moment donné pouvoir augmenter dans des grands groupes comme le mien. Et intégrer une culture sales dans un groupe comme SGS, bah, ça prend du temps, beaucoup de temps. Moi, je suis ce qu'on appelle un sales ops. Donc, en tant que sales ops, comme je te l'ai dit, j'ai pas de lien hiérarchique. J'ai des liens fonctionnels, donc faut fédérer, faut démontrer, faut fédérer autour d'une vision, faut démontrer aussi que tu es capable de faire. Faut conjuguer avec des niveaux qui sont hétérogènes, donc en termes de parcours académique. Moi, j'ai des DIRCO qui sont issus d'écoles d'ingénieurs, j'en ai d'autres qui sont issus d'écoles de commerce, et c'est pas la même philosophie. Et puis aussi, bah, conjuguer avec des susceptibilités différentes. Il faut trouver le bon, bien jauger en fait. Et comme je te le disais, chaque business line peut avoir des besoins différents. Et le plus important, c'est de faire des quick wins. Dès que tu fais un quick win avec un DIRCO, alors j'ai un exemple très, très concret à te partager. J'ai un jour un D'accord. DIRCO qui vient me voir, ça va rejoindre exactement ce qu'on s'est dit auparavant. Il me dit, bon, moi j'ai un problème de data, ce qu'il me faudrait, c'est une base de données avec les clients, voire même, si c'était possible, à chaque fois que je puisse aller sur LinkedIn, avoir l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Donc, bien évidemment, il y a des petits logiciels, pas forcément RGPD, puis d'autres qui sont RGPD. Nous, on a pris pour la reconstitution de l'adresse mail Datananas, qui fonctionne plutôt bien. Et Datananas, c'est un outil donc, de Sales Automation. Une fois que ça t'a reconstitué l'adresse mail, tu peux le réengager dans du call mailing, donc sous forme de séquence avec plusieurs étapes. Et en fait, est né d'un besoin d'avoir des coordonnées, est né la capacité à faire de la prospection multicanale. Et aujourd'hui, bon, c'est un vrai succès chez nous. Tous les DIRCO utilisent cet outil-là. Et donc, ça fait aussi l'introduction à notre formation demain avec Benoît autour du call mailing, puisque avoir l'outil, c'est bien. Maintenant, savoir écrire des mails qui font mouche, bah, c'est encore mieux. Ouais, ouais, ben, effectivement, Benoît est intervenu 2 fois dans le podcast. J'ai aussi un épisode sur le copywriting qui est intéressant là-dessus, Ouais, et un autre sur le storytelling, tu vois? Il y a plein de choses autour de ouais, juste l'écriture le de copywriting, mails. bah, typiquement, aujourd'hui, alors, je sais pas si je devrais en reparler parce que c'est peut-être dans tes prochaines questions, mais aujourd'hui, on a remarqué que dans certains de nos labos, les clients allaient de façon mécanique vers les experts. Et pourquoi? Parce que l'expertise aujourd'hui, c'est cherché par tous les clients et la légitimité, c'est cherché. Et de temps en temps, le sales, il n'est pas vu comme légitime, il est là pour vendre. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a besoin de créer des postes autour de l'inbound sales avec des sales dont on va devoir former sur des notions de copywriting parce qu'il va falloir qu'ils tournent bien le contenu, il va falloir qu'ils arrivent à extirper la connaissance de nos experts pour justement commencer à les diffuser sur les différents canaux qui sont à notre disposition. Ouais. Tu nous as parlé rapidement de Datananas. J'imagine que du coup, vous avez une stack d'outils, techno qui en plus évolue dans le temps. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire, 2 mots aujourd'hui de qu'est-ce que c'est? Vers quoi tu veux aller? Hem, alors effectivement, on a une stack. Donc comme tu le disais, eh ben, elle évolue au fur et à mesure du temps, hein. Tout dépend aussi de la maturité, des commerciaux, de la maturité de notre organisation et donc elle n'est pas figée. Alors, comme je comme je te l'ai dit en intro, première chose, absolument la prospection. L'acquisition client, hyper important. Donc pour ça, il faut avoir une base de données, pour pouvoir la renouveler aussi. Donc Sales Navigator, c'est une des stacks fondamentales de notre stack. Enfin, un outil fondamental pour notre stack. Ça sert à quoi? Donc ça sert effectivement à aller choper la bonne entreprise, donc qui fait partie de nos ICP. On va créer des bibliothèques d'ICP et dans ces bibliothèques d'ICP, des listes, on va mettre des bailleurs persona. Donc ça va nous permettre déjà dans un premier temps, après d'ouvrir l'extension Chrome avec Datananas,
qui va nous permettre de reconstituer l'adresse mail du profil. On va l'engager sous forme de call mailing toujours via Data Anas. Et dès qu'il répond, ça tombe dans ta boîte à Outlook. Et là, tu as un petit plugin pour que ça s'intègre à ton CRM. Alors maintenant, on a trouvé aussi des tips qui fonctionnent plutôt pas mal. On utilise Vidyard. Je ne sais pas si tu connais Vidyard. Ouais, très bien. Ouais. J'ai un épisode là qu'on va faire avec HubSpot. Ils l'utilisent également. Ouais. Et d'ailleurs, on s'inspire beaucoup aujourd'hui là de Vidyard pour développer des choses sur notre technologie chez Vive. Donc vas-y, explique-nous ce Alors, que tu peux faire avec Vidyard. nous, Vidyard, en fait, il nous sert à deux choses. Dans les laboratoires, quand on envoie maintenant un résultat, eh ben, on pense à filmer via Vidyard, hein, donc il y a un module de vidéo. C'est assez simple. Ça filme ton écran et puis sur le côté de ton écran, il y a ta tête. Donc ça humanise la démarche. Et on l'utilise dans nos call mailing pour humaniser la démarche, pour dire bah voilà, c'est moi le directeur commercial. Alors je vous ai parlé de SGS, voilà nos moyens d'essai, voilà à quoi ça sert, etc. Ça peut être aussi quand on donne une proposition à un client, où là, plutôt que la personne lise le mail bêtement ou le Word ou le PowerPoint bêtement, et ben là, on va l'accompagner dans sa lecture. Voilà, il y a 4 points importants dans notre proposition. Monsieur, le point 4 et le point 7, je vous propose d'aller dessus. Et donc, tu humanises un petit peu la démarche, puis tu focuses sur les choses importantes de ta proposition. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu sais quand le client l'a ouverte et l'a regardée. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça peut être aussi dans les résultats qu'on donne à nos clients. On peut aussi humaniser le résultat. En disant, bah voilà, le moyen d'essai que vous nous avez donné, le test de performance, voilà en quoi il est bien, en quoi il n'est pas bien, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez sympa. On a aussi intégré Calendly, qui Oui. permet aux prospects de prendre tout de suite rendez-vous sur ton agenda. Donc ça, c'est pas mal aussi. Typiquement, j'ai eu le retour d'un commercial ce matin qui me dit: «Tain, c'est top, j'ai balancé ma première séquence et j'ai déjà un client, enfin un prospect qui s'est enregistré». Donc voilà. Et puis après la stack, on a un CRM. Alors bon, le CRM, c'est l'outil vraiment qui est certainement l'outil, comme on se l'est dit, qui est le plus difficile à implémenter. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, donc notre CRM, c'est un CRM Oracle. On a toute une suite Oracle, tant sur la partie marketing automation qui est faite avec Eloqua, le CRM Oracle, et puis comme on a du transactionnel, il est important d'avoir un module de CPQ. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, CPQ. Non, vas-y, Alors explique-nous. le C, c'est configuration, le P, pricing, et Q, quotation. En fait, ça te permet de faire tes devis de façon automatique. Tu sélectionnes tes grosses structures de ton offre, les services associés, et ça te fait ton devis très rapidement et ça te l'envoie très rapidement. Donc, c'est-à-dire que D'accord. ça, avant, c'était fait par les commerciaux, et maintenant, on va le déporter sur le service client. D'accord, ouais, Le, très le but intéressant. étant, hein, la stack techno, chez nous, elle va servir à aligner le marketing, le commerce et le service client. C'est vraiment ça, hein. Ce qu'on veut créer, c'est au-delà de la stack techno, c'est vraiment une sales machine pour que tout ça, ça soit aligné. Ouais. Et oui, excuse-moi, tu voulais rajouter Oui, après, quelque chose? on a d'autres outils, par exemple pour faire des landing pages. Quand on a une offre assez sympa, où on veut faire une campagne, bon, toujours associé à notre call mailing, on met une adresse URL où le client va tomber sur une landing page. Soit il peut télécharger un article, des présentations, soit il demande une information. Donc là, ça le permet à ce qu'il s'enregistre. Ça tombe donc c'est un form Seloqua, donc un formulaire qui est relié à Eloqua, et après, bah, ça crée un lead dans le CRM et c'est traité après. D'accord. Et puis, Tu nous as dit que le CRM, c'était certainement l'outil le plus difficile à implémenter. Tu peux nous donner la raison? c'est le c'est l'outil le plus difficile à implémenter parce que le CRM aujourd'hui, dans la plupart des entreprises que je vois, je parle pas des startups, mais c'est un fichier Excel amélioré, vraiment.
Il est là pour compter les bâtons, un pipe, alors que le but, c'est plutôt d'être dans le process avant et de créer ta méthode, de dire, bah voilà, une opportunité, tu dois utiliser la méthode BNT, budget, autorité, besoin et timing. Et quand tu as un lead et que tu veux le transformer en opportunité, si tu n'as pas répondu à ces questions-là, bah, c'est pas la peine. Et ça, bah, ça doit être intégré dans ton CRM et c'est ce qui va permettre de rythmer le quotidien de tes commerciaux. Tu sais, la fameuse réunion du lundi matin, c'est c'est un collaborateur avec qui je travaille depuis des années. Et il me dit, Harry, pense à la fameuse réunion du lundi matin où Dirko reçoit ses équipes, il revoit le pipe et à chaque fois il dit, bah, ouais, ah, c'est bien, tu as 14 millions, t'as 14 millions d'opportunités. Mais dans ces 14 millions, est-ce que tu as assez d'opportunités pour signer l'objectif? Entre ton opportunité et ta signature, c'est quoi la ratio? C'est de l'ordre de 60%, 40%, enfin, toi, Ouais, et c'est pareil pour le lead. Donc, quand tu as 1 million, bah, il faut 2 millions peut-être en opportunité, 6 millions en lead. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas permettre de rythmer le quotidien des commerciaux. ouais, bien sûr, c'est toujours mieux de partir de l'objectif et de savoir combien de leads tu dois avoir pour arriver à ton objectif. Oui, et c'est hyper important parce que tu as parlé aussi de quelque chose tout à l'heure qui était la data. Si tu mets pas une gouvernance autour de la data pour ton CRM, tu as beau intégrer un CRM, au bout de 6 mois, et c'est humain, bah, va y avoir des doublons. Et ça, bah, il faut penser ton CRM pour qu'il y ait pas de doublons, pour qu'il y ait pas de création de compte inutile, que les opportunités, elles soient bien saisies. Qu'est-ce qui est important dans un CRM? Moi, j'ai encore des gens qui me disent: «Oh, le truc le plus, enfin, vraiment, moi, ce qui est important, c'est le numéro SIRET». Mais aujourd'hui, ça sert à rien, le numéro de SIRET. Aujourd'hui, Ouais, tu manages pas une opportunité avec un compte, tu manages une opportunité avec un contact. Et ton contact, il y a une chose, une clé unique qui permet d'identifier ton contact. C'est pas le numéro de téléphone, c'est l'adresse mail. Donc, si déjà si je devais mettre un champ obligatoire dans un CRM, ça serait déjà l'adresse mail. ouais. Et tout ça, bah, faut Et le oui, penser en fait. ouais. Donc là, effectivement, tu construis vraiment ce que tu as appelé une sales machine dans le groupe, Oui, avec un ensemble de technologies, de la donnée, une stratégie bien pensée pour donner un certain nombre d'opportunités à tes commerciaux qui vont devoir convertir pour arriver à leurs objectifs. et c'est surtout que je le Euh, fais, Alexandre, excuse-moi de te couper, c'est surtout qu'on est obligé de le faire par business line. C'est ça la difficulté. ouais, C'est-à-dire que oui, une fois que tu as terminé quelque chose, certes, tu as des briques qui peuvent être réutilisées dans d'autres business lines, mais tout sera pas, tout n'est pas oui, applicable en fait. Donc à chaque fois que oui, tu es obligé de repenser en fait. en fait, ce que tu me dis, c'est que tu as 10 business lines, donc en fait, tu as 10 sales machines presque, quoi. Mais je vais avoir 10 référentiels de vente à créer. Ouais. La stack techno, pour le coup, elle sera commune, mais comment je vais l'utiliser? Eh ben, il y aura des différenciations en fonction des business lines, évidemment. Et là, j'imagine effectivement que les liens avec d'autres départements, bah, le marketing, le service client, Eh oui, etc., c'est fondamental. ça, ça va être fondamental, mais aussi à chaque fois différent selon les business Tout départements. à fait, tout à fait. Bon, c'est pas mal comme mission, hein. Oui, oui, bon, je t'avoue que, je vais être très humble, hein, je suis pas le seul. J'ai des personnes, donc chez SGS, on a une personne qui est très ancrée sur, les technos, toute la partie opérationnelle. Donc c'est une personne, où on se suit, d'entreprise en entreprise, c'est ça qui est assez marrant. C'est un petit peu mes yeux sur les technos, même si j'adore mettre la main dedans. Sans lui, c'est compliqué de construire quelque chose, surtout dans un environnement comme SGS. Et puis après, il y a des personnes autour des formations e-learning aussi. Donc je suis pas seul, hein, Oui, bien sûr. je suis en front, on va dire, avec les DIRCO. Je pense le truc. Après, j'ai le bon rôle, hein, tester Datananas, tester un CRM, tester Vidyard, tout ça, c'est plutôt la récré. C'est assez sympa. Après, dès que tu commences à voir les interactions entre les systèmes, là, ça prend du temps et bah, par moment, j'ai pas toute la compétence, quoi. Ouais. Donc là, tu es arrivé en 2018, tu nous as dit. On a compris que tu avais
vraiment travailler sur ce qu'on appelle souvent dans nos échanges dans le podcast l'outbound, hein, Oui, la prospection, le mail, le phoning, etc. Euh, Est-ce que tu travailles aussi sur l'inbound, la génération de leads? oui, 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 on travaille dessus. Alors, on itère, on teste, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. On teste beaucoup. Et Ouais, donc, beaucoup autour des landing pages, de la communication sur LinkedIn, par exemple. Essayer de se mettre dans des groupes de discussion pour voir aussi ce qui se passe. C'est plutôt intéressant parce que ça nous permet d'identifier des gens qui demandent, qui posent des questions, donc qui sont dans ton parcours d'achat, qui sont au tout début. Dans nos landing pages, ça permet de récupérer des contacts. Et comme toutes les entreprises, on a explosé le LinkedIn sur les webinars. On a fait beaucoup de webinars et on a aussi testé des positionnements pour nous qui sont assez différents de ce qu'on fait d'habitude. Comme si on allait tester des nouvelles offres pour voir le nombre d'inscrits qu'on allait avoir. Dans quelques labos et quelques business lines, ça a plutôt été un franc succès. On a eu, par exemple, sur des webinars jusqu'à 200 inscrits et en présent, peut-être 150 présents. Et dans ça, ben, on a réussi à avoir des gens qui sont des purs prospects. D'ailleurs, des gens qu'on essayait d'appeler, qu'on essayait de démarcher en outbound et qu'on n'a pas réussi. Et donc là, là, c'est super. Alors, effectivement, aujourd'hui, cette partie-là, elle n'est pas industrialisée. On va commencer à l'industrialiser. On va commencer à apprendre. Mais oui, l'inbound, on est dessus, ouais. ouais. Et juste pour information, le logiciel de webinar, c'est quoi exactement? Alors, je suis pas sûr que tu connais, ça s'appelle ON24. Ah non, je C'est connais un pas. logiciel qui est plutôt pas mal. Ça te permet en fait d'avoir pas mal de monde inscrit sans que ça sature. Donc voilà, là pour le coup, on n'est pas sur des tout nouveaux outils comme je sais plus, je crois que c'est Ouais. Livestorm ou quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, on a plusieurs, Ouais, il y avec en a Zoom. tellement, il y en a tellement. Donc nous c'est ON24. Pourquoi? Parce qu'il est interconnecté en fait à notre stack. Donc voilà. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est intéressant, tu nous as bien décrit le job d'un sales, op ou d'un sales enabler, ça dépend, où tu te situes, mais, tu as à la fois le côté techno, le côté lien avec les data, avec les départements marketing, la formation. Du coup, la formation, tu voulais aussi me parler peut-être, d'EdFlex. Est-ce que tu peux nous en dire 2 Oui, mots? oui, oui, alors la formation, on a eu, avec l'équipe, e-learning, alors c'est pas des débats, mais plutôt des échanges où, déjà chez nous, on a mis une plateforme qui s'appelle, 360 Learning, tu connais, Oui, pour accompagner, il y a à peu près, 1 an et demi qu'on a mis ça en place pour accompagner les 150, key people de SGS autour de la culture digitale. Et tout ça, d'accord. c'était fait avec Sciences Po, donc pour avoir un diplôme Sciences Po sur la partie digitale. Donc ça a été un franc succès. On l'utilise aussi, cette plateforme-là, pour que les managers eux-mêmes puissent créer des petites vidéos pour former leurs collaborateurs. Alors, la problématique, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai des niveaux de directeurs commerciaux et des appétences qui sont plutôt hétérogènes. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on puisse les capter sur des choses qui ne sont pas forcément académiques et scolaires. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Edflex, qui est une plateforme qui permet en fait de sensibiliser les commerciaux sur des articles, sur des vidéos, sur des témoignages, sur des liens podcast. Et ça permet d'intégrer une culture sales autour du digital.
On a des Très bien. formations coup de poing, donc on en a parlé avec Rooster. Et puis là, on est en train de parler avec d'autres personnes aussi qui sont passées dans ton podcast, Ah oui, euh, avec Business par exemple, autour ah oui. de formation autour des fondamentaux. Voilà. Ouais, Business qui est un organisme de formation à Toulouse, effectivement, qui est passé dans le podcast aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Ça- Au moins, le podcast t'a servi, on dirait. Ah oui, oui, clairement, hein, c'est une mine d'or. Je salue devant tes auditeurs le travail que tu peux faire parce que c'est vraiment bien en fait ce type de podcast-là parce que ça te fait progresser. Ça ouvre aussi ta curiosité à pas mal de choses et je trouve que voilà. Bon travail, Alexandre. Ouais, bah écoute, merci, c'est gentil, ça me touche. Bah, écoute, merci beaucoup, Harry. On arrive là à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux dernières questions ou on a fait le tour selon toi? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah, en tout cas, j'espère que ça va donner, on va dire, de la motivation ou en tout cas des premières informations pour les gens qui ont un peu la même mission que toi dans d'autres grosses entreprises. Oui. Notamment sur la partie commerciale. Mais en tout cas, là, il y a un bon playbook pour faire des choses, quoi, hein. Tu nous as parlé de beaucoup de choses. Donc, si les gens veulent te contacter, j'imagine qu'ils peuvent te prendre contact avec toi sur LinkedIn. Ouais, oui, oui, avec grand plaisir. Mon LinkedIn est ouvert à tout le monde, donc un petit message et normalement je suis assez réactif. Ok, très bien. Écoute, on passe aux dernières questions, alors que questions que je pose à tous les invités qui passent dans le podcast, donc tu dois les connaître, hein. La première, c'est, est-ce que tu as un contenu qui peut être audio, vidéo, lecture, à conseiller aux auditeurs qui veulent progresser, sur la vente notamment? Hormis le tien, bien sûr. Ah oui, ouais. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Dream Team, qui est un bouquin qui est pas mal parce que c'est un des rares bouquins en fait qui est pas décorrélé de la réalité terrain. Donc que je trouve assez bien. C'est plus sur le management, sur l'onboarding, mais qui est vraiment utile. Tu Donc voilà. sais, Après, oui. tu sais c'est quel auteur? Je pourrais te redonner ça. Son prénom, c'est Ludovic. Ah, Je- Ludovic Giraudon. c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Ok, ok, je l'ai trouvé là. Bah, écoute, je crois on m'en a déjà parlé dans le podcast, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc ça Ouais, va être il une. est, il est vraiment bien ce bouquin-là. C'est vraiment un bouquin intéressant parce que comme je te dis, c'est très, c'est pas du tout décorrélé de la vraie vie. Voilà, c'est Ouais, pas du concept. Il y a beaucoup de bouquins où c'est beaucoup de concepts et là c'est très très pragmatique. ouais. Et puis Alors il y a le un dernier sous-titre pour ceux. bouquin que je suis en train de lire qui est The Acceleration Formula. Je crois que c'est Ah oui, une personne. J'ai même pas. Enfin, je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore ouvert. Donc, ouais, celui-là, effectivement, il revient aussi beaucoup. Juste pour revenir sur Dream Team, effectivement, pour ceux que ça intéresse, le sous-titre, c'est les meilleurs secrets des managers pour recruter et fidéliser votre équipe. Si vous voulez le trouver sur Internet, voilà, ça vous donne toutes les informations. Ok, bah écoute, merci pour ces références. Ça s'ajoute dans ma liste assez importante des livres à lire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des outils qui t'aident dans ton quotidien ou des routines qui vont te permettre d'être performant? des outils. Alors, ça peut être une application toute simple, ça peut être du sport, de la méditation, des logiciels. Enfin voilà, est-ce que tu as des choses que tu fais un peu tous les jours Alors moi, qui te permettent de. j'ai pas spécialement de routine. Enfin, je suis comme tout le monde, faire un peu de sport, etc. Mais euh,
ça va faire rigoler certains, surtout pour les gens qui me connaissent. Moi, je suis en région parisienne. Je suis très attaché en fait à mon enfance et très attaché à ma famille. Et donc là, je te parle en direct de la Touraine, qui est une région que j'affectionne particulièrement. Et c'est pas une routine, mais c'est un repère. Et Ouais. à côté bien évidemment de ma femme et puis ma fille, parce que je suis papa depuis 9 mois, bah, j'ai cette région qui me permet, bah, de décompresser, de voir autre chose et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Donc voilà. D'accord, donc là, tu es là-bas, hein, c'est ça, hein? Et ben là, D'accord. Ouais. je suis là-bas, voilà, ma femme qui est en train de travailler à côté et puis, mon bébé qui est en train de dormir. OK, OK. Hésite pas, hein, si tu dois y aller, je ferai Non, 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 c'est bon. une coupe au montage. OK, bah, écoute, merci pour, cette information, la mise au vert, je l'avais pas encore eu dans le podcast, mais, effectivement, c'est un très Ouais, bon ouais, ouais, conseil. ouais. Ouais, c'est vrai que tout le monde fait du sport, le machin, et cetera. Oui, oui, c'est vrai, c'est hyper important Ah, et j'en ai eu, un sympa que je vais publier là bientôt dans les podcasts, vous verrez qui m'a parlé de ça, mais lui, sa routine, c'est de faire des tours sur le périph' en scooter pour réfléchir, donc ça, c'était pas mal aussi. bah, c'est vrai que le dos roux est assez galvanisant parce que c'est un sentiment de liberté. Je peux comprendre. Ouais, ouais. Voilà, donc vous verrez qui se cache derrière cette anecdote, croustillante, prochainement. Est-ce que donc on arrive sur les 2 dernières questions, est-ce qu'il y a une vente qui t'a marqué, dans ta carrière, et que tu peux nous raconter rapidement, Bah, des ventes, il y en a beaucoup, les ventes, c'est aussi une histoire d'équipe. C'est, surtout quand on est sur des ventes à cycle long. Bon, elle date un petit peu parce que, elle est assez drôle cette vente. Au tout début de l'avènement du cloud computing dans les entreprises de services, j'ai approché un compte, qui est une filiale du groupe Engie et je me rappelle que la redevance, donc c'est comme un système de SaaS en fait, hein. C'est ce qu'on appelle du IaaS, l'infrastructure as a service, le SaaS étant du software as a service. Et c'était une redevance de 1500 balles, je crois, par mois. Alors j'avais mis beaucoup d'énergie à avoir ce contrat-là. Et, les sales seniors disaient, ah non, t'as dépensé beaucoup d'énergie pour un petit montant. Et en fait, en creusant, bah, je suis tombé sur une mine d'or et c'est devenu le compte à l'époque qui ramenait le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires au bout de 2 ans sur l'offre cloud computing de cette ESN. Donc c'était assez marrant. Comme quoi, il faut toujours persévérer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. ouais, là, effectivement, souvent quand je pose cette question, c'est souvent des ventes qui reviennent où il a fallu beaucoup de résilience pour, arriver au bout, ouais. Oui, bah enfin en même temps, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc, Ouais, tant mieux. tant mieux, ouais, effectivement, effectivement. OK, très bien. Bah, écoute, dernière question, si tu pouvais inviter, quelqu'un, que tu connais ou que tu connais de loin, dans le podcast, ce serait qui? Ouais, et il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué et qui me marquent. Et moi, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelle Olivier Couly, qui a été un coach pour moi, parce qu'à un moment donné, je suis tombé sur des fonctions de management. Et le management, bah, il y a des choses où tu es obligé, comme j'ai dit, de conjuguer avec des susceptibilités différentes. Et donc, il faut savoir amener les choses. Et je pense pas que j'avais la maturité à ce moment-là. Donc, j'ai demandé hein, ma propre initiative à me faire coacher par une personne qui est un coach, mais pour les sales, en fait. Et qui est spécialisé aussi dans la partie social selling. Et c'est une personne qui a monté plusieurs boîtes, qu'on a vendues, qui a aidé des banquiers d'affaires dans la vente. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu plein de vie, qui est très intéressant. Et donc son nom, c'est Olivier Couly, que je salue d'ailleurs au D'accord. passage. Bah, écoute, on lui proposera, de passer dans le podcast alors. Voilà, ça sera un petit peu différent.
Ça peut être intéressant. Social selling, on a fait un épisode là avec Loïc Simon qui Oui, porte qui est le effectivement un podcast pont Live sur Mental. cette partie-là. Ouais. Ouais. Ouais, très, très intéressant aussi à écouter. Ben écoute, merci beaucoup Harry pour toutes ces informations. J'espère que ça aidera les auditeurs dans leur quotidien. Je te souhaite un bon mois de mai, hein. On est au milieu du mois de mai là, donc en plein déconfinement. Donc je te souhaite bon déconfinement. Oui, merci en tout cas pour ton accueil et plein de bonnes choses pour toi. Ben écoute, merci. Alors à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!